Alors, bonjour à tous. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie en cette fin de matinée. Alain Croisier, bienvenue. Merci de m'accueillir pour cette présentation. Je dirige une start-up à l'EPFL qui s'appelle Future Instruments et on développe une plateforme collaborative qui s'appelle Kinaps, mais on développe avant tout des outils numériques pour développer l'humain. Alors, tout d'abord, une constatation, et je vais... attendez, juste une seconde. Voilà. Un écran noir pendant un petit moment pour ne pas être trop perturbé. Lorsque les plus jeunes de la génération Z auront 25 ans, c'est-à-dire à l'aube des années 2030, environ 1 million d'emplois auront disparu en Suisse dû à la numérisation et à l'automatisation des tâches. Évidemment, environ un nombre à peu près équivalent d'emplois seront créés dans l'intervalle, voire même plus. Mais ça veut dire qu'on est en train de former aujourd'hui des jeunes pour des métiers qui n'existent pas encore. Alors on peut se poser la question, à quoi vont ressembler ces emplois ? Et pour essayer de répondre à cette question, je me suis basé sur une étude de McKinsey et Ashoka intitulée The Skilling Challenge. Et dans cette étude, ils nous disent qu'actuellement, avec les technologies déjà existantes, environ la moitié des emplois, des activités professionnelles seraient déjà remplaçables par des machines. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'elles le seront toutes, mais déjà qu'aujourd'hui, techniquement, la moitié des activités professionnelles seraient déjà remplaçables par l'automatisation. Et dans les prochaines années, environ 16% ou 15% supplémentaires seront également automatisables. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, les 35% qui restent ne seront pas automatisables dans un avenir proche. Et pourquoi donc ? Eh bien, tout simplement parce que ces activités font appel à des capacités intrinsèquement humaines et qui ne peut donc pas être remplacées par des machines. Donc, ça veut dire que la numérisation de l'économie ne va pas conduire à des emplois tout numériques, mais au contraire, cela va renforcer les compétences humaines. Et je pense pour vous qui enseignez justement les sciences humaines et sociales, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, évidemment qu'il va falloir aussi développer des compétences numériques, mais il va surtout falloir apprendre et apprendre et pouvoir s'adapter dans un marché de l'emploi qui, selon les spécialistes, sera, alors je dois lire mes notes parce que ça ne fait pas envie de s'en souvenir, sera volatile, incertain, complexe et ambigu. Voilà, apparemment, ce que l'avenir nous réserve. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les compétences qu'il faut développer pour pouvoir évoluer dans un environnement tel que celui-ci. Alors, toujours dans ce rapport de McKinsey et Ashoka, ils ont défini ces compétences en 3 catégories, des compétences numériques, des compétences humaines et des compétences qu'ils ont appelées méta, qui chapeautent en fait les 2 autres parce que c'est ces compétences qui vont permettre d'apprendre tout au long de sa vie et puis de s'adapter justement à un environnement en plein changement.
Alors, pour faire une synthèse en fait de ces compétences, ils se sont basés sur plusieurs cadres de recommandations, notamment des recommandations de la Commission européenne, des recommandations de l'OCDE et également le programme P21, Partnership for 21st Century, qui est un petit peu l'équivalent du côté anglo-saxon. Alors aujourd'hui, je vais surtout m'intéresser aux compétences humaines et aux compétences méta. Alors regardons un petit peu ce qu'on trouve là-dedans. Tout d'abord, pour les compétences humaines, on va retrouver un peu les 4 C qu'on a déjà entendus, mais un peu plus étayés. Alors, on va trouver la créativité et l'innovation, pouvoir penser et travailler de manière créative avec les autres, implémenter l'innovation, la pensée critique, résolution de problèmes, raisonner de manière efficace, faire usage de la pensée systémique, juger et prendre des décisions, résoudre des problèmes. Du côté de l'intelligence sociale, communiquer de manière claire, collaborer avec les autres, faire preuve d'empathie. Et finalement, productivité et responsabilité, pouvoir gérer les projets, produire des résultats. Du côté des compétences méta, on trouve la flexibilité et l'adaptabilité, évidemment, pouvoir accueillir le changement, faire preuve de souplesse, initiative et autonomie, gérer les objectifs et le temps, travailler de façon autonome, être un apprenant autonome tout au long de sa vie. Et finalement, leadership et responsabilité, être un moteur de changement, guider et encadrer les autres, faire preuve d'un esprit d'entreprise. Moi, j'ai envie de dire waouh! Si on a des jeunes qui vont avoir toutes ces compétences, ben dis donc, ça va être des superman et des superwoman. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu dubitatif. Et puisque il faut développer l'esprit critique, eh bien, personnellement, je pense qu'il manque quand même un aspect fondamental là-dedans. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont vu le film Jugend ohne Gott. Ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est basé sur un roman de 1937, mais dans le film, qui est d'ailleurs un film d'un réalisateur suisse, Alain Gnosper, voilà, qui est plus connu pour avoir réalisé le film Heidi. Dans le film, il présente en fait une vision un peu futuriste de la société, où il y a deux catégories. Il y a une élite qui sont sélectionnées selon des critères qui ressemblent justement à ces compétences que je viens de présenter. Et le reste de la société bien vivent dans des conditions misérables. Vous imaginez un petit peu la pression qu'il y a sur ces jeunes pour pouvoir répondre à ces critères. Et c'est pour ça que je pense que pour contrebalancer un petit peu ça, et comme évidemment c'est un film d'anticipation, mais qui veut un petit peu montrer les dérives possibles d'une course à la perfection. Alors voilà, c'est un petit peu, je dirais, ma touche personnelle ici. Je pense que pour contrebalancer ça, j'ai voulu présenter une dernière catégorie qui me paraît essentielle: spiritualité et bien-être, lâcher prise, accéder à la détente profonde. On parle quand même beaucoup du stress chez les jeunes. Et puis, habiter son corps, je pense qu'il ne faut pas oublier que le centre, c'est plutôt ici et pas là. Et justement, dans cette numérisation dont on parle, je pense que c'est important
garder cet équilibre avec le corps et l'être dans son entier. Voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus, mais c'était ma petite touche personnelle là-dessus. Alors, on a parlé des compétences, mais évidemment qu'il ne s'agit pas seulement d'acquérir des compétences, mais il s'agit également de s'approprier des savoirs. Et pour ça, eh bien, je me suis un peu penché pour savoir quels étaient un petit peu les facteurs clés pour le succès de l'apprentissage. Alors, il y a plusieurs éléments qui ont déjà été présentés ce matin. Je me suis basé sur les travaux du neuroscientifique français Stanislas Dehaene, qui présente les 4 piliers de l'apprentissage. Le premier, l'attention. Il s'agit donc de captiver et canaliser l'attention justement de ces jeunes, comme on l'a vu ce matin, qui est très limité. L'engagement actif, pas de cours magistral, mais effectivement faire participer les élèves. On a parlé déjà de les faire travailler en groupe. L'erreur qui est aussi fondamentale. Se tromper indispensable pour apprendre, et puis la consolidation répétée pour mieux assimiler. Alors, maintenant, la question suivante qui se pose, mais quels sont les moyens finalement pour pouvoir acquérir ces compétences et ces savoirs? Et je pense que les moyens pour mettre tout ça en œuvre n'ont rien à voir avec le numérique. Le numérique n'est qu'un outil et c'est vraiment la manière de l'utiliser qui va lui donner un sens. Donc, je pense que c'est plutôt la manière d'enseigner qui va faire la différence. Alors, évidemment que les manières d'enseigner traditionnelles semblent plutôt dépassées aujourd'hui et qu'il va falloir réinventer un petit peu le rôle de l'enseignant et aussi la manière de structurer et d'enseigner. C'est pas mon propos aujourd'hui parce que j'ai pas non plus l'expertise, je dirais, dans la science de la pédagogie, mais ce que nous, de notre côté, on a fait, c'est par rapport à ces compétences, ces facteurs que l'on vient de voir, essayer de juste prendre les éléments clés qui nous paraissent essentiels pour pouvoir définir ce qu'on doit retrouver dans un outil numérique. Alors, tout d'abord, premier élément, je pense que l'outil numérique idéal ne doit pas définir une méthodologie d'enseignement. Au contraire, il doit pouvoir soutenir des méthodologies à la fois existantes et à venir. Et surtout, pouvoir favoriser les 5 points qui nous ont paru les plus essentiels, la collaboration, l'échange, l'engagement, l'autonomie et le plaisir des apprenants. On revient à la notion de gamification qu'on a vu tout à l'heure. Alors, sur cette base-là, cette espèce de cahier des charges, si on veut bien, on a essayé de définir un concept d'outils numériques adaptés pour l'enseignement au XXIe siècle. Alors, ce concept est résumé sur ce slide. Tout d'abord, chacun, alors évidemment on part du principe dans ce contexte-là que les élèves vont également avoir des appareils, que ce soit tablette, laptop, peu importe.
mais que chacun va avoir un espace de travail individuel qu'on appelle le desktop. Sur ces espaces de travail, on va avoir des objets de toutes sortes, que ce soit voilà, des images, des notes, des exercices, etc., etc., de représenter de manière visuelle ce qu'on aurait voilà, sur son pupitre traditionnellement. Et puis, tous ces espaces de travail sont interconnectés les uns les autres de façon à pouvoir avoir un échange instantané entre eux, que ce soit au niveau individuel, au niveau du groupe ou bien au niveau de l'ensemble de la classe. Alors, comme on est un petit peu des geeks à Future Instruments, eh bien, je vais essayer de vous montrer ça tout de suite pour voilà, que ça soit un peu plus illustré. Voilà. Donc, à présent, je suis dans un mode où j'ai partagé cet espace de travail qui me permet de prendre la main dessus. Voilà, donc c'est un mode où plusieurs personnes sont en train de collaborer sur le même espace de travail. Et pour vous montrer la notion d'échange, je reviens sur mon espace de travail qui est à présent individuel. Et puis, alors, pour la démonstration, je vais essayer de faire un petit souvenir. Voilà, prendre une image, prendre une photo. Voilà, comme ça, j'aurai un souvenir pour ce soir. Voilà, donc j'ai la photo sur mon écran et à présent je vais l'envoyer sur celui-ci. 1, 2, 3 et voilà. Donc on voit ce principe d'échange instantané, comme j'ai dit, qui peut être de l'envoyer à une personne, par exemple le prof en l'occurrence, ou l'envoyer à plusieurs personnes ou à l'ensemble de la classe. Et puis, juste pour terminer la démo, voilà, ça c'est mon collègue au fond de la classe qui s'est connecté pour m'envoyer aussi des choses. On a là même vu mettre pile arrière, merci. Voilà, juste pour illustrer un scénario possible, ça va être de dire, ben voilà, ensuite ce que l'on a reçu, c'est pas un écran tactile, non, donc c'est un petit peu plus fastidieux pour, voilà, mais ce que l'on a reçu, par exemple, de contributions des élèves, pouvoir ensuite voilà, les intégrer dans un document. Donc à présent, je vais prendre ça, et puis là au milieu, non, au lieu de cette classe, on va mettre, voilà. Donc à présent, ce que je viens d'intégrer est, s'il veut bien, voilà, se déplacer et intégrer dans le document. Donc on peut imaginer des scénarios, par exemple, où les élèves envoient des contributions et ensuite l'enseignant les intègre dans le document. Voilà, je continue ma présentation. Voilà. Parmi les différents objets à disposition, un peu la pièce maîtresse dans le contexte éducatif, c'est le board. C'est ce qui ressemble, on va dire, le plus aux applications un peu classiques de tableaux interactifs, mais on a voulu avoir quelque chose qui soit vraiment très simple d'utilisation, ne garder que l'essence du tableau interactif et en donnant une priorité à l'écriture pour beaucoup d'enseignants qui ont développé leur métier autour de l'écriture, que ce soit au tableau noir ou au tableau blanc. Lorsqu'ils font le passage au numérique, si cette expérience n'est pas satisfaisante dès le début, ça ne va pas donner envie d'aller plus loin.
Donc on a quelque chose de très simple, mais avec un concept assez puissant qui est celui des calques, calques individuels pour les élèves. Ça veut dire qu'un exercice, par exemple, qui est distribué dans la classe, chaque élève va avoir ensuite un calque pour travailler dessus. Et on va également avoir des calques de groupe pour les travaux en groupe et permet des scénarios, par exemple, où un groupe, à un moment donné, va corriger le travail d'un autre groupe. Je ne vais pas m'étendre sur les aspects techniques, mais tout est développé avec des technologies web de façon à ce que ça puisse fonctionner sans avoir de programme à installer sur n'importe quelle machine. Également, on a intégré des outils de vidéoconférence pour pouvoir soutenir des scénarios de collaboration à distance. Également pouvoir intégrer des sources vidéo externes, visualiseurs ou laptop du prof, pour ne pas avoir besoin de switcher de source en permanence. Voilà. Ça, c'est un slide important pour nous. Dans ce processus de numérisation de l'enseignement, on se base sur ce modèle de transformation que vous connaissez peut-être, le modèle SAMR, qui définit en fait pour nous 4 niveaux d'utilisation de Kinaps, mais qui aussi guide en fait tout l'accompagnement qu'on fait auprès des établissements dans cette transformation numérique de l'enseignement. Alors, brièvement, ces 4 étapes, le S pour substitut, donc la technologie en tant que substitut de son équivalent analogique, donc on va faire pas beaucoup plus que remplacer le tableau blanc ou le tableau noir. L'avantage, c'est que pour l'enseignant, on garde le même modèle de représentation. Donc le passage facile, même s'il n'y a évidemment pas beaucoup de valeur ajoutée sur le plan pédagogique. Le A pour amélioration, on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans l'analogique. Voilà, manipuler des images, sauvegarder. Toute l'écriture dans Kinaps est vectorielle, donc ça veut dire qu'on peut déplacer des morceaux de texte, etc., etc. Mais on ne change pas fondamentalement la manière d'enseigner. On reste essentiellement dans un enseignement frontal. Et c'est seulement au 3e niveau, le M, pour modification de la tâche, que on va commencer à introduire notamment des aspects collaboratifs et rentrer dans un scénario de classe connectée. Et finalement, le dernier niveau, le R, pour redéfinition ou révolution, on va arriver dans une façon de faire, une nouvelle façon de faire qu'on n'aurait même pas imaginé au départ. C'est-à-dire que la technologie va apporter des possibilités qu'on n'aurait pas imaginées en fait au départ. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine d'écoles avec lesquelles, écoles et centres de formation avec lesquels on travaille, soit dans des déploiements au niveau de l'ensemble de l'établissement ou des projets pilotes avec quelques enseignants. Juste un exemple, voilà, qui était un peu notre premier projet pilote, l'expérience du GIP, donc le gymnase intercantonal de la Broye à Payerne. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'il n'y a pas de tableau interactif dans les classes. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir des tableaux interactifs pour faire du numérique dans les classes. Par contre, ils ont des tablettes style Wacom qui donnent un très grand confort pour l'écriture. C'est une école avec un mode Bring Your Own Device, donc les élèves viennent avec leur propre appareil, sont complètement libres en fait sur le type et les marques d'appareils qu'ils peuvent choisir. Juste une petite parenthèse là, parce que c'est un sujet qui fait souvent débat. Voilà, est-ce que les élèves amènent leur appareil, est-ce qu'on leur en fournit ou pas? J'ai posé la question au directeur pourquoi en fait il n'imposait pas de modèle, ce qui aurait été
peut-être plus simple à gérer. Et la réponse c'est que bon, c'est qu'en fait ces choix sont des choix familiaux et souvent les élèves vont choisir le même modèle que le grand frère ou la grande sœur ou le papa et la maman qui vont permettre d'avoir déjà un support à la maison. Et puis, l'ordinateur ne remplace pas le cahier. Pour nous, c'est très important qu'on ne prône vraiment pas le tout numérique. Et c'est de vraiment développer les complémentarités entre le monde analogique et le monde numérique. Voilà, on a aussi un certain nombre de partenaires avec qui nous travaillons. La HEP Valais en est un. Et ben voilà, pour conclure, construisons ensemble le futur de l'enseignement numérique, c'est vraiment ce qu'on souhaite développer, ce rapport de proximité. On organise régulièrement des ateliers, on travaille vraiment très étroitement avec les enseignants pour pouvoir développer ensemble l'outil qui correspond vraiment à vos besoins. Voilà. Je vous remercie et je suis à disposition s'il y a des questions.